Alors moi je suis géographe à Caen, au laboratoire ESO. Je travaille alors beaucoup en ce moment sur les questions alimentaires, au sens alimentation territoire, dans le cadre du projet Frugal, donc qui est financé par le PSDR et puis les régions, alors je vais les lister, Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Puis bien sûr par l'INRA, l'IRSTEA, dans le cadre donc, du dispositif PSDA qui s'appelle Pour et sur le développement régional. Donc c'est la 4e vague. Alors dans ce projet-là, j'ai d'autres thématiques, mais dans ce projet-là, on cherche en fait à comprendre, nous, le fonctionnement des systèmes alimentaires dans l'espace et les territoires. Pour faire très simple, à travers 3 axes, dont moi je m'occupe plus particulièrement des flux alimentaires, donc comment s'approvisionnent les villes. Donc on travaille sur 11 villes, mais je vais peut-être y revenir tout à l'heure. Les systèmes d'acteurs et leur organisation dans chacune des villes, c'est plutôt pour la dimension sociopolitique. Et puis les formes urbaines et agricoles, et comment elles peuvent être propices à la relocalisation ou pas d'une partie de la production alimentaire en vue de l'approvisionnement des villes. Mais je travaille aussi plus largement sur les questions agricoles et foncières en général. C'est d'ailleurs les premiers thèmes sur lesquels j'ai travaillé en tant que chercheur, autour des dynamiques d'organisation des systèmes agricoles dans l'espace, la dimension géographique en tout cas de l'organisation des systèmes agricoles, plus particulièrement laitiers dans ma thèse. Et puis plus récemment sur les dynamiques sociodémographiques, notamment des marchés fonciers et immobiliers, autour notamment de la compréhension des mobilités résidentielles des populations, et notamment dans le cadre de l'achat de biens immobiliers. Voilà, donc ce qui nous ramène, moi, après, vers les questions soit en amont du foncier agricole et de sa consommation en vue de l'urbanisation, soit plutôt en aval des ségrégations et des mécanismes qui conduisent aux ségrégations sociales. La division sociale de l'espace, on dit en géographie sociale. Alors oui, la géographie sociale, elle s'intéresse aux questions de santé, aux questions des conditions de vie. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste de ça, mais évidemment, il y a tout un tas de dimensions qui participent aux bonnes conditions de vie de la population et qui peuvent donc participer de manière très large à la question de la santé. On peut faire un lien évidemment entre les questions d'alimentation dans le territoire et les questions de santé, mais je pense vraiment à 2 niveaux. D'abord, un premier niveau, à mon avis, c'est la question nutrition. C'est la question des aliments et de leur qualité nutritionnelle et sanitaire. Alors ça, c'est vraiment pas la question qu'on traite le plus. Là, faut aller voir des équipes qui sont plutôt spécialisées en nutrition. De notre côté, je pense que du côté des régimes alimentaires, cette fois, et de la santé, il y a vraiment des choses intéressantes à voir, notamment autour, et ça intéresse la géographie sociale, des déterminants sociaux des régimes alimentaires, c'est-à-dire, en gros, les proportions de consommation de produits en fonction de leur nature, légumes, viande, en gros, la forme que prennent les régimes alimentaires et les déterminants sociaux qu'il y a derrière. Puisque la sociologie de l'alimentation, pour le coup, nous apprend qu'il y a des déterminants sociaux assez puissants derrière ça. Alors qu'ils peuvent être liés à plein de paramètres. Évidemment, des questions de capital économique des populations, pour l'achat de produits qui sont plus ou moins chers. Des questions de capital culturel, on dirait plutôt avec une approche de sociologue, c'est-à-dire plutôt le niveau de diplôme pourrait nous renseigner en gros sur les régimes alimentaires. Et on sait qu'il y a un lien très fort entre niveau de diplôme et profil alimentaire d'un ménage, par exemple. Et puis, dans ce domaine-là, nous, on s'est rendu compte qu'en fait, comme on travaille sur des villes, c'est-à-dire des populations qui sont agrégées, on ne travaille pas sur des ménages directement, on a aussi des profils de villes qui sont très différents en termes de consommation, de denrées alimentaires. Par exemple, quand on sait que les cadres consomment beaucoup plus de légumes que les ouvriers, on peut se dire, nous on travaille par exemple sur plusieurs villes, je vais en prendre 2 qui sont très très éloignées l'une de l'autre. Grenoble d'un côté, qui est la ville parmi celles sur lesquelles on travaille, qui a la plus forte surreprésentation de cadres, et par exemple Roanne, en Rhône-Alpes aussi, ou Alençon, ce serait un profil similaire avec Lorient par exemple, qui sont des villes sur lesquelles on travaille aussi, et qui ont elles une surreprésentation très forte des ouvriers, et une sous-représentation très importante des cadres. Et ben, on s'aperçoit, et c'est souvent un exemple qu'on ramène, que si à Grenoble, il y avait la même structure sociale qu'à Roanne, il y aurait 4000 tonnes de légumes de consommés en moins tous les ans, sur l'ensemble de la population.
4000 tonnes, ça commence à faire une production pas ridicule. Parce qu'en fait, les cadres, ils consomment, on le sait, 97 kilos en moyenne de légumes par an, quand les ouvriers n'en consomment que 72. Et donc ces 25 kilos d'écart, et ben finalement, si on les multiplie par une règle de 3, par le nombre de cadres et le nombre d'ouvriers dans chaque ville, on a des profils à l'échelle urbaine de consommation qui sont complètement différents. Et ça a des conséquences sur la vie des producteurs qui font de la vente directe, sur les profils et les stratégies d'approvisionnement des distributeurs, que ce soit du commerce de détail indépendant ou de la grande distribution. Ça a des conséquences sur l'offre locale, sur plein de choses, hein, sur les prix. Certes, il y a beaucoup de travaux en socio de l'alimentation, et en même temps, on est finalement assez mal outillé sur le plan statistique. Alors, on a des grandes enquêtes de consommation, on a l'enquête budget des ménages, de l'INSEE notamment, qui est très robuste, mais qui ne concerne que les achats. C'est-à-dire que ça occulte toute une partie qui n'appartient pas à la sphère marchande de l'alimentation, qui serait par exemple celle de l'autoconsommation ou de l'autoproduction. Et là, on sait que pour le coup, les catégories populaires et les catégories les plus âgées, hein, les fractions les plus âgées de la population, sont celles, quand elles ont accès à un jardin, qui autoconsomment et autoproduisent en tout cas le plus d'éléments. Alors soit ça peut être des légumes, évidemment, c'est l'élément auquel on pense le plus facilement, mais ça peut être des œufs, ça peut être des lapins, de la viande, il y a des fruits, des confitures, des conserves, etc. Alors ça c'est la première dimension. L'autre dimension qu'il faut avoir en tête aussi quand on travaille là-dessus, c'est que les régimes alimentaires, finalement, et surtout ces dernières années, c'était peut-être vrai aussi dans les 20, 30, 40 dernières années, ils évoluent très vite. Ils évoluent très vite. Par exemple, aujourd'hui, nous, on travaille avec des données qui sont maintenant un peu anciennes, des données de 2010, alors qui sont intéressantes parce qu'elles sont synchrones avec les recensements agricoles, etc. Mais on sait très bien que la consommation de viande, c'est un élément qui évolue rapidement. La consommation de produits bio aussi. Et on manque un peu de données régulières à intervalles faibles, en tout cas de temps restreint, pour les documenter. Alors on a des dernières données là, qui datent de 2016. Il y a les données 1K, par exemple, qui sont produites par l'ANSES, qui vont arriver, là, qui vont être disponibles bientôt. Et on pourra justement documenter l'évolution là, sur moins d'une dizaine d'années. Dans le cadre du projet Frugal, on a mis en place une méthodologie d'évaluation de la consommation alimentaire dans la ville et à l'échelle des aires urbaines, en fait, même. Qui prend en compte ce qu'on appelle, nous, là, en géographie sociale, la morphologie sociale de la population et du territoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a modélisé, suivant les différents déterminants sociaux des volumes consommés et de la valeur, hein, on a aussi travaillé sur les budgets, on a essayé de modéliser ce que représentait l'alimentation de la population finale, hein, la consommation finale de la population à l'échelle du territoire, et en fonction de la morphologie sociale. Alors ça c'est intéressant parce que finalement ça amène des comparaisons entre villes, comme je le disais tout à l'heure pour Grenoble et Roanne, qui peuvent être très intéressantes. Et puis ça ramène la question sociale hein, au milieu du jeu de la question alimentaire. Et ça, pour nous en tout cas, ça a été un élément, en tout cas dans une perspective de géographie sociale, c'est un élément important. Alors cette question sociale, elle n'était pas absente, hein, pour autant de la manière dont les collectivités, dont l'État s'est emparé des questions alimentaires, puisque cette question sociale, elle est très présente dans le domaine de l'accessibilité à une alimentation de qualité, même si on peut discuter sur le sens que ça peut avoir. Enfin, tout le monde peut y mettre un sens un peu différent. Et puis dans la question de l'aide alimentaire. Hein, j'ai des collègues dans le cadre de l'UMR Réseau qui travaillent sur ces questions-là. De l'aide alimentaire. Il y a une effervescence autour des questions alimentaires depuis quelques années dans les collectivités, parce qu'il y a eu les lancements des appels à projets sur les questions alimentaires par le ministère de l'Agriculture, avec un certain nombre de collectivités qui se sont organisées pour monter ce qu'on appelle des PAT, c'est-à-dire des projets alimentaires territoriaux. Alors, beaucoup de ces projets sont axés sur la question de la restauration collective, ce qui est assez compréhensible hein, de la part des collectivités, puisque c'est un levier sur lequel elles ont la main, à travers les marchés publics notamment, et sous deux angles, à la fois l'approvisionnement de la restauration collective, souvent plutôt local et bio. Après, en plus, il y a des dimensions réglementaires dans ce domaine-là hein, qui sont récentes, sur des parts de bio, des parts de produits locaux, et ou locaux en tout cas, dans les cantines scolaires. Et puis on voit bien l'intérêt, notamment sous l'angle social et santé aussi,
hein, qu'une partie de la population, parmi la plus précarisée, la plus paupérisée, elle ait accès via la restauration scolaire, en tout cas pour lesquels les enfants, via la restauration scolaire, aient accès à une alimentation, en tout cas saine. Voilà. À la fois en termes de composition des menus, d'équilibre, en gros légumes, viande, etc., mais aussi en termes de qualité sanitaire des aliments. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est la question de l'éducation des enfants à une alimentation équilibrée et saine, entre guillemets, via les dispositifs de restauration scolaire. Alors ça touche vraiment tous les niveaux, hein, cette question de la restauration, des mairies et des communes quand elles ont encore la compétence de la restauration scolaire, jusqu'aux régions pour les lycées, quoi, en passant par les départements pour les collèges. Et il y a un grand absent un peu là-dedans, c'est le CNUS et le CRUS, c'est-à-dire la restauration universitaire, même s'il y a des efforts hein, de fait, elles ne dépendent pas d'une collectivité, donc il n'y a pas de PAT à l'échelle nationale. Donc ces dispositifs-là, enfin en tout cas ces structures-là, elles échappent un peu à cette logique. C'est un peu le chaînon manquant à la fin, en aval de la scolarité. Les habitudes alimentaires, on a des données hein, qui documentent. Je parlais des données 1K de l'ANSES, on a des données du CREDOC également, on a les données budget des ménages, des familles sur la consommation, hein, sur l'achat, les achats alimentaires qui sont réalisés. Alors c'est jamais des données exhaustives, hein, c'est toujours des sondages sur un panel de ménages. Qui est robuste hein, statistiquement évidemment. Et puis on a en fait beaucoup de mal, nous en tant que chercheurs, en tout cas c'est vraiment en tant que chercheurs, à accéder à des données pour tracer les aliments sur leur territoire et leurs déplacements. Ça c'est vraiment une dimension, à l'échelle, si on veut comprendre à l'échelle d'une ville l'approvisionnement alimentaire, en fait on est obligé, on n'a pas de grande base de données, on est obligé d'aller sur le terrain, renseigner avec des entreprises, des commerçants, des distributeurs, des grossistes, des agriculteurs, comment est écoulées les marchandises, en tout cas qui prennent en charge à un moment de leur trajectoire. Et ça, c'est assez paradoxal parce que finalement, on aurait tous les moyens de documenter ces éléments-là, puisqu'il y a une traçabilité en France qui a été organisée. Seulement, c'est des données, et on peut le comprendre, hein, qui sont plutôt liées à des questions commerciales et donc sont assez difficiles d'accès. Ouais.